temps de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Joseph Kabila, une condamnation à mort qui inquiète. La justice militaire a émis un ordre d'arrestation immédiate à l'encontre du président honoraire. Mais ces verdicts divisent non seulement la classe politique, mais aussi les ONG nationales et internationales. Un regroupement de réactions avec Christian Gwanzo Lomangala. Pour Robin Minakou, proche collaborateur du président honoraire, la condamnation de son leader et itinéraire judiciaire manifeste et majeure. Elle va marquer négativement les annales du droit des crimes internationaux en ce 21e siècle, dit-il. Pour sa part, Maître Jeannot Lopembe, personnalité politique du FCC et participant aux dernières consultations initiées par le chef de l'État, il juge ces procès de mascarade judiciaire. Cet opposant politique annonce même une grande marche citoyenne pour l'annulation de cette fameuse condamnation injuste et politique. Du côté de l'opposition Lamouka, Prince Epengue pense que l'accord entre Kabila et Félix-Antoine Tshisekedi est à la base de la décision de la justice militaire. À l'étranger, Human Rights Watch tense la justice congolaise après la condamnation à mort de Kabila. Cette procédure, estime l'ONG internationale, ressemble à une stratégie calculée pour écarter un rival politique. Peine de mort contre Joseph Kabila Kabange, l'Union sacrée rejette toutes les leçons de démocratie venant de proches du président honoraire. Des mesures fortes annoncées par la première ministre Judith Suminwa-Tsholoka pour relancer les ports des Boma. La chef du gouvernement promet un dialogue constructif avec les partenaires privés, particulièrement ceux du secteur brassicole. Un papier d'Exaucé Bouana. Boma, Congo central, 1er octobre 2025. En visite dans la ville portuaire de Boma, la première ministre Judith Suminwa-Tsholoka a dévoilé une série de mesures ambitieuses visant à revitaliser les ports, autrefois considérés comme les poumons économiques de la République démocratique du Congo. Au cours de son intervention, Suminwa a affirmé son engagement ferme à restaurer les services portuaires en accord avec les recommandations du chef de l'État. Cette initiative vise à relancer non seulement les trafics maritimes, mais aussi l'économie locale, gravement touchée par l'inactivité des infrastructures. La première ministre a annoncé la signature imminente des décrets nécessaires pour concrétiser cette relance, un pas crucial pour rétablir la confiance des investisseurs et des acteurs économiques. En outre, un dialogue constructif est prévu avec les partenaires privés, en particulier ceux du secteur brassicole, pour discuter de la réouverture des usines à l'arrêt, comme celle de Bralima. Ces annonces marquent un tournant pour la ville de Boma, qui aspire à retrouver son dynamisme économique. La première ministre a exprimé sa détermination à faire de ces projets un succès tout en appelant à la mobilisation de toutes les parties prenantes. Avec ce mesure, le gouvernement espère non seulement relancer les ports de Boma, mais également stimuler l'économie régionale et créer les emplois pour les habitants. La communauté locale attend avec impatience la mise en œuvre de ces promesses en espérant un avenir meilleur pour cette ville au riche patrimoine maritime. Opération démolition de bâtiments jugés illégaux à Kinshasa. Ces coups de poing de l'autorité provinciale a justifié par sa volonté de réorganiser l'urbanisme suscite pourtant de vives réactions parmi les populations touchées, souvent sans préavis. Un constat de Agnos Mbala. L'opération Coup de poing s'inscrit dans une volonté de réorganisation urbaine et de lutte contre les constructions anarchiques à Kinshasa. Les autorités provinciales justifient cette démarche par la nécessité de sécuriser les zones à risque, libérer les emprises publiques et améliorer la circulation ainsi que l'esthétique de la ville. De nombreuses familles se sont retrouvées sans logement, parfois sans préavis ni solution de relogement. Cette situation crée une forte précarité chez les populations vulnérables, majoritairement touchés par le démolition. Une population meurtrie. Maintenant, vous allez mettre toute une famille dans Katia Balabala. Parfois, le gouvernement aussi doit penser, le gouvernement provincial. Il faut ailler, ce que je fais, conséquences par rapport à la population que moi je gère. Peut-être pendant on vous donne 3 jours. Donc ça dit, vous vous réveillez comme ça un matin avec une grande famille, on te donne un papier, dit que dans 3 jours, tu dois libérer la maison, nous viendrons casser. Regarde cette manière de faire. Si aujourd'hui ma mère que j'ai laissée à la maison, oh, mis ce homme a suscité à Koufi. Donc ils sont responsables. Ils sont responsables.
Les petits commerces détruits privent certaines familles de revenus quotidiens. Les effets sont visibles dans les quartiers populaires où les activités informelles représentent une part importante de l'économie sociale. Les chocs causés par les démolitions brutales provoquent colère, incompréhension et traumatisme chez les victimes. Beaucoup dénoncent un manque de communication, de dialogue et l'absence de plan d'accompagnement. Enfin, cette opération pourrait entraîner une crise de confiance entre les autorités et la population. Si les solutions concrètes ne sont pas proposées pour encadrer et compenser les pertes subies. Il n'est plus possible aux visiteurs et touristes de se rendre en véhicule au paradis des Bonobos. La route Kimwenza-Gare en provenance de la Cité Verte pour la gare d'Elex-Onatra est coupée à deux. À la base, un tuyau de la Régie des eaux qui est cédé au niveau du bureau du chef coutumier David Matadikibala. Un reportage de Jemima Odia. Une fois encore, la route Kimwenza-Gare coupée à deux. Alors que les travaux de réhabilitation de cette route touristique traînent à la longueur et avec les retours de la saison pluvieuse. Une autre situation imprévue vient perturber les efforts avec ce tuyau de la Régie des eaux qui a cédé la nuit du mercredi 1er au jeudi 2 octobre. Si les mototaxis trouvent encore la possibilité de dévier, il est presque impossible aux véhicules venant de la Cité Verte de joindre la gare de Kimwenza. Certains véhicules tentent de dévier à passant par la cité Sebo. Cette route autrefois envahie par les touristes en visite vers les paradis de Bonobo ne peut plus recevoir les corps diplomatiques et étrangers qui venaient à Kinshasa admirer cette espèce rare des primates. La route de Kimwenza-Gare, avant cette nouvelle situation créée par la Régie des eaux, avait déjà les travaux de réhabilitation dans des sites. L'entrée de la grande route au niveau du collège Sainte-Rita et une entrée au niveau de la ferme Orgaman. Ce nouveau trou risque de compliquer la situation si une force pluie intervenait entre-temps. Attention aux propos tenus sur les réseaux sociaux à travers vos publications. La loi sur les numériques autorise bien des poursuites pour dérapage. Une vidéo virale sur les réseaux sociaux ces derniers temps montre bien un citoyen congolais face à ses juges Aki Sangani. Il a été jugé et condamné pour imputation dommageable et propagation de fausses bruits. Suivez. Il s'agit de l'affaire qui oppose le ministère public et la partie civile, le plaignant Mike David Mokeni Amissi, gouverneur de la province du Bas-Ouélé, représenté par le conseil de ses avocats, au prévenu Condé Hippo Raymond, assisté de ses avocats. Ce dernier est poursuivi en procédure de flagrance pour imputation dommageable et propagation de fausses informations suite à ses publications dans les réseaux sociaux. À l'issue de la comparution contradictoire des parties, le prévenu est condamné à 12 mois de servitude pénale et au paiement des dommages et intérêts aux plaignants ainsi que des frais d'instance. Voici le verdict du tribunal de paix de Kisangani Makiso. Le ministère public est entendu à ces réquisitions, dit établi. En fait, comme en droit, les infractions d'imputation dommageable, des faux bruits, des propagations de fausses informations à charge du prévenu Condé Hippo Raymond l'en déclare coupable et le condamne à 1 année de servitude pénale principale pour chacune des infractions. Dit que ces infractions ont été commises en concours idéal et condamne le prévenu à la peine la plus forte et portée à 12 mois de servitude pénale principale. Reçoit l'action de la partie civile Mokeni Amissi et la déclare fondée. Condamne le prévenu à lui payer $5 000 de dommages-intérêts, mais les frais d'instance à charge du prévenu. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu. Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de paix de Kisangani Makiso, siégeant en matière répressive en procédure de flagrance à son audience publique de séjour. La loi reconnaît toutefois à la partie défenderesse le droit de faire appel dans un délai légal. Économie libérale ou libertinage économique, les consommateurs congolais s'interrogent sur les véritables enjeux des retombées de la dépréciation de devises étrangères. Censée être une bonne nouvelle, la variation de taux d'échange crée pourtant une instabilité économique sans surveillance palpable sur terrain des autorités publiques. Joadi Diasiloa. Les contrôles du taux d'échange ne doivent plus être une option, mais une urgence nationale. La ville de Kinshasa est confrontée à une instabilité
l'instabilité monétaire marquée par la variation anarchique de taux d'échange. D'un quartier à un autre, d'un cambiste à un autre, le taux affiché varie parfois de manière déconcertante. Cette situation perturbe gravement les activités économiques. Comment peut-on expliquer que dans la même ville, le dollar soit échangé à 2500 à Kitambo, à 2600 à Matete et à 2450 à Victoire? Ces écarts injustifiés traduisent l'absence de contrôle efficace de la part des autorités monétaires et financières. La Banque centrale du Congo peine à imposer un taux directeur respecté, laissant place à une pari sans limite. Cette différenciation favorise les abus, alimente l'inflation, fragilise les paniers de la ménagère et aggrave l'inégalité d'accès aux biens de première nécessité. Ce jeudi 10 octobre a été célébrée la journée internationale de la non-violence, une occasion pour tous de se rappeler que la paix n'est pas une utopie mais plutôt une nécessité urgente. Emmanuel Kalonji a fait pour nous une évaluation des zones troubles A dans le monde. L'humanité célèbre chaque 10 octobre la journée internationale de la non-violence. Elle rappelle que la paix n'est pas une utopie, mais une nécessité urgente. Dans un monde où les conflits persistent, cette journée prend une résonance particulière. En observant la situation en République démocratique du Congo, aux États-Unis et à Gaza, on comprend que la non-violence n'est pas simplement un principe moral, c'est un combat quotidien. En RDC, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les populations vivent sous la menace constante des groupes armés. Les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre atteignent des niveaux alarmants. Une femme est violée toutes les 4 minutes selon l'INFPA. Malgré les efforts de désarmement et les appels à la réconciliation, la paix reste précaire. Pourtant, les initiatives locales, dialogues intercommunautaires, programmes de réintégration des ex-combattants montrent que les non-violences peut être une voie de guérison. Aux États-Unis, tensions internes et lutte pour la justice. Dans un pays souvent perçu comme stable, les États-Unis font face à des violences internes préoccupantes. Les fusillades de masse, les tensions raciales et les divisions politiques mettent en mal le tissu social. Des mouvements comme Black Lives Matter ou March for Our Lives incarnent une résistance non violente face à l'injustice. Ils appellent que la paix ne se décrète pas, elle se construit par l'écoute, la réforme et le courage civique. À Gaza, entre guerre et espoir de paix, Gaza est aujourd'hui l'un des symboles les plus poignants de la souffrance humaine. Les affrontements entre Israël et le Hamas ont causé des milliers de morts, des déplacés, des familles entières. En 2025, un plan de paix en 20 points proposé par les États-Unis a suscité un espoir fragile. Mais au-delà des négociations diplomatiques, ce sont des voix des civils, des médecins, enseignants, enfants qui portent les véritables cris de la non-violence. Des ONG comme Combattants for Peace ou Care pour la paix montrent que même dans les zones les plus meurtrières, le dialogue reste possible. Dossier santé dans ce journal, il s'agit de la dysenterie amibienne, une infection intestinale grave qui touche surtout ceux qui vivent dans des conditions sanitaires et d'hygiène insuffisantes. Jobali Loamé. La dysenterie amibienne est une infection grave du côlon causée par un parasite appelé Entomoeba histolytica qui se transmet par l'eau ou des aliments contaminés. Elle provoque le diarrhée sanglante et des crampes abdominales et peut entraîner des complications sérieuses comme un abcès hépatique. La maladie est plus fréquente dans les zones tropicales où l'hygiène et l'accès à l'eau potable sont insuffisants. Les symptômes peuvent apparaître quelques jours à quelques semaines après l'infection. Il y a une diarrhée sévère, souvent sanglante, accompagnée des mucus ou du sang, des crampes abdominales, de faux besoins, sensation d'évacuer les intestins sans résultat. Parfois, une légère fièvre peut être présente ainsi qu'un risque de déshydratation. Le traitement de la dysenterie repose sur des médicaments antiparasitaires suivis d'un autre agent actif contre le kyste pour éradiquer les formes résistantes. Ainsi, l'hygiène de main reste la première solution. Se laver les mains fréquemment, surtout avant de manger et après être allé aux toilettes. Éviter les fruits qui n'ont pas été bien lavés ainsi que les plats préparés dans le rue. La dysenterie amibienne est une infection qui nécessite une prise en charge médicale. Il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de santé pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis au revoir.